My heart rages around like an ocean in my head because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the Et bonjour à toutes et à tous, c'est Ryokizuki. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo assez spéciale où je vais vous parler d'un jeu qui me tient à cœur et que je tiens à vous faire partager, que je prends plaisir aussi à jouer personnellement. Donc, juste voilà, une petite vidéo toute chill comme ça pour parler d'un jeu Fury, hein, oui, je parle bien d'un jeu Fury assez récent et qui mérite son dû, hein, qui mérite qu'on puisse avoir plus de monde sur le jeu. C'est un jeu qui, pour moi, de mon point de vue, a un gros potentiel. Donc, le jeu en question que je voudrais vous faire découvrir, il s'agit de Wild Assault. Wild Assault, c'est un jeu, comme vous pouvez le voir, Fury. C'est un jeu qui reprend les gameplays euh, conquête de Battlefield. Dernièrement, les développeurs du jeu ont ajouté un mode de jeu en PvE, donc contre des bots, hein, donc ce jeu manque beaucoup de monde et il est très récent et commence un tout petit peu à avoir un peu plus de contenu intéressant. Au temps où on se parle, on est en fin de saison 4 sur le jeu, parce que le jeu fonctionne aussi un petit peu à la manière de Fortnite, donc sous saison particulière, avec des récompenses uniques. Sauf que ce que j'aime bien aussi dans ce jeu que Fortnite ne font pas, c'est la possibilité de revenir dans les saisons précédentes pour récupérer des récompenses qu'on n'a pas dans les saisons précédentes du jeu. C'est-à-dire, vous pouvez commencer à jouer au jeu, par exemple saison 3, vous pouvez avoir accès, dès que vous arrivez, aux récompenses de la saison 1, 2 et 3. Et vous pouvez changer à votre guise la saison. Donc ça, je pense que c'est quelque chose d'assez correct, d'assez simple et même très intéressant. Donc, vous avez, ce jeu est en, en troisième personne, voilà. Un peu comme je vais beaucoup comparer ça à Fortnite, mais pas trop parce que voilà, je compare à des jeux auxquels je peux faire référence sur certains points, mais je dis pas que ce jeu est la copie parfaite, hein. Non, pas du tout. C'est très loin de là. C'est un jeu qui se veut euh, avec du potentiel, qui est indépendant, Fury. Et donc c'est un jeu que je vous recommande très fortement, car ça manque beaucoup de joueurs et c'est très souvent vide en fun, vous voyez, parce que c'est que des parties avec des bots. Mais en soi, c'est normal. Le jeu
toujours récent, hein. Je tiens à préciser qu'il a au moins presque 1 an d'âge et que au temps où on se parle, il y a quand même déjà eu beaucoup de contenu très intéressant à aller voir. Donc cette vidéo est non seulement pour parler du jeu, mais aussi pour vous dire les personnages que vous pouvez jouer dans ce jeu. Alors, je vais référer l'histoire des personnages ainsi que leur spécialité. Et voilà, je vais essayer de me mettre dans le rôle du lore que j'explique petit à petit. Et donc, à la fin de la vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer un personnage précis et de jouer aussi à ce jeu que je vous recommande très fortement. Donc, le premier personnage qu'on va parler, il s'agit de Norman. Alors, Norman, c'est un tigre qui a la possibilité de d'étourdir les ennemis, se mettre une seringue pour booster sa vie. Voilà, par exemple, vous avez 140 points de vie, et ben vous passez direct à 180. Alors bien sûr, c'est des capacités en jeu, hein. Je vous dis les capacités en jeu, ainsi que sa capacité ultime qui est sans aucun doute ultra craqué. C'est même un perso qui porte bien sa classe, parce que c'est un perso classe assaut. Et il peut, comme toute classe assaut, il peut manier des pistolets, des AR, donc AR qui veut dire Assault Rifle, donc fusil d'assaut. Il peut aussi manier des pompes et je crois que c'est tout, parce que en fait, chaque classe a sa spécificité et sa catégorie d'armes attitrée. Vous comprendrez au fur et à mesure. Alors, pour le lore de Norman, je vais vous l'énumérer. Alors, je vais me mettre un petit peu dans le mood du lore, hein, comme je vous ai dit. Donc, l'histoire de Norman. Norman ne sait rien par rapport à son passé, mais il n'est pas désespéré à cause de ça. Avec ses capacités de combat exceptionnelles et puissantes, il cherche ses mémoires dans des dangereux et familiers champs de bataille. Sa mémoire a commencé dans une chambre d'hôpital réveillé d'un profond sommeil étourdi et confus. Il s'est vu enroulé de bandages, un canon de fusil sombre pointé à sa tête. Instinctivement, il saisit l'arme, se frayant un chemin à travers les lames et les tirs ennemis, comptant sur son corps faible. Ce passé est plus lointain qu'une simple décennie. Le nom Norman vient d'une blague d'un barman de Nassau. L'homme l'a taquiné pour avoir oublié son propre nom et l'a appelé Norman, mais l'amnésie de Norman ne ment jamais. Après s'être échappé en sécurité, Norman remarque à son avant-bras une cicatrice avait été déchirée. À l'intérieur de la plaie se trouvait un fragment de film marqué avec des coordonnées à un endroit à Mexico. Donc, si on reprend un petit peu le résumé de cette histoire, c'est un personnage qui, pour le coup, qui est devenu amnésique, qui s'est réveillé un petit peu confus et étourdi dans une chambre d'hôpital,
avec quelqu'un qui lui pointait une arme, qu'il a réussi à déjouer un petit peu l'intention de la personne qui pointait l'arme à son avantage pour essayer de survivre. Donc un instinct de survie euh, qu'il a, euh, qu'il a en lui euh, et ses capacités overcraquées lui rendant plus téméraire, plus sauvage. Donc moi je trouve que cette histoire à ce personnage elle est plutôt bien faite. Alors les histoires des personnages que je vous raconte, j'ai pris référence via une vidéo expliquant euh, les lores de chaque personnage. Bon, bien sûr en anglais, j'ai dû faire la traduction moi-même, ça a été un peu compliqué. Mais en soi, je trouve que même le lore devient intéressant quand on connaît pas le perso. Ça peut donner une toute autre image. Alors, le deuxième perso, on va y passer, c'est le flic coriace Ryan. Alors, Ryan, c'est comme vous pouvez le voir, taureau qui a la capacité de manier euh, fusil d'assaut, fusil à pompe et pistolet. Et donc, il a la capacité de faire des charges pour étourdir les ennemis et de se protéger avec un bouclier anti-émeute et de son autre main un fusil à pompe. Il peut aussi lancer des fumigènes. Et donc, vous allez voir, vous allez être plutôt surpris par l'histoire que raconte ce personnage. Alors, l'histoire de Ryan. Depuis que Ryan, le fauteur de troubles notoire de Blackmire, est officiellement recruté, les rues sont tombées silencieuses. Le centre de la ville est devenu le quartier le plus ordonné, à une exception, la station de police locale. Pour la force de police de Blackmire, qui a commencé une alliance stratégique bientôt modernisée, Ryan, un chef de gang rusé des rues, qui une fois commandé le monde, il a prouvé aussi d'exploiter la famine. Je me suis un peu perdu dans mes lignes. Excusez-moi. Donc je vais reprendre euh, depuis là où j'en étais. Alors pour la force de police de Blackmire, qui a commencé une alliance stratégique bientôt modernisée, Ryan, un chef de gang rusé des rues, qui, une fois commandé le monde, il a prouvé aussi efficacement, gardant les criminels en ligne, mais son influence a estompé les frontières entre loi et application, et crime organisé. Pendant que de violentes offensives disparaissent, les opérations de marché gris fleurissent sous la tolérance de la police. Pire, la présence de Ryan a factionnalisé le département lui-même. Clairement, la coopération d'un chef de guerre local était une mesure provisoire, pas une solution pour une dernière paix. À la veille de la guerre, la police saisit sa chance de décharger cet atout à double tranchant. Ryan, maintenant leur exécuteur le plus capable, a été redirigé à un service militaire à moyens pratiques pour le commissariat de se débarrasser du problème. Ryan voyait à travers leur schéma, mais il a des ambitions plus grandes que de régner sur des fiefs de ruelles reculées.
Le champ de bataille a offert un chemin à la vraie puissance, les honneurs de combat lui garantissant plus d'influence, et ses talents garantissant des avancements rapides avant déploiement. Il sécurise les alliances aux frontières de Blackmire, préparer le terrain à son retour quand la guerre sera finie. Il effacerait tout son casier judiciaire, entrera dans la politique et s'autoproclamera le vrai souverain de la ville. Alors, je trouve que cette histoire est assez bien faite aussi, hein, malgré que je me suis trompé de ligne par moment. Hein. Ça arrive. Hein. Donc, je trouve que ce perso, bon, c'est pas un perso que je joue énormément. Hein. Je vais pas vous le cacher, hein, parce que les persos comme ça, je suis pas très très fan. Mais en jeu, il est plutôt utile parce que ça fait quand même un peu catégorie tank, mais dans la section un peu plus assaut, vous voyez. Et donc, l'histoire, honnêtement, je la trouve bien écrite. Et j'espère que vous la trouvez bien également, que ça vous donnera un aperçu différent de ce que peut représenter à première vue le personnage. Donc, passons au troisième personnage, qu'il s'agit de Yuli. Alors, Yuli qui est une belette ou un suricate, je sais pas vraiment. Il a la possibilité de faire des tunnels, de se déplacer sous terre, de lancer une voiture piégée qui explose au contact d'un ennemi. Et donc c'est un type classe expert. Donc expert parce que c'est un peu plus les ingénieurs, ceux qui sont un peu plus poussés en termes de développement. Et donc voilà, c'est juste un petit ingénieur qui peut permettre de poser des balises de réapparition à certains endroits pour son équipe, ainsi que la voiture piégée qui explose au contact. Et je trouve que c'est un perso qui peut être assez bien pour commencer la section expert. Franchement, ça peut être très bien, surtout que son arme principale c'était un mini Uzi. C'est, c'est, c'est comme un pistolet mitrailleur, sauf que enfin, c'est un pistolet mitrailleur qui a une énorme cadence de tir et qui, pour le coup, peut aussi faire suffisamment mal pour tuer beaucoup de gens. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, au niveau de son histoire, que je retrouve ça. Alors, il a quelques phrases quelques phrases dans son histoire qui lui définissent un peu son caractère et son comportement. Donc, je vais vous lire l'histoire. Vous avez un travail de creusage? Comptez sur moi. Yuli a déterré des reliques sauvages de la Légion désolée. Pendant 3 années, c'était son 6e travail. Il a perdu les 5 sans aucune compensation. Après tout, c'est ses erreurs personnelles qui a mené des compagnies à souffrir sur des pertes significatives. Comparé aux excavations standards strictes, le téméraire Yuli est mieux adapté pour la Légion désolée. Creuse comme tu le souhaites, sont des ordres guides qu'il suit. Alors, il creuse occasionnellement un chemin à son objectif. Parfois, il s'arrête.
pour atteindre sa cible par pur hasard. Donc ça explique aussi en même temps un petit peu le fonctionnement du perso, hein. Mais aussi je trouve que euh, l'histoire de ce personnage, il est pas assez complet. On voit pas vraiment beaucoup plus de développement au niveau de l'histoire. On sait juste que il avait 5 boulots qui n'a pas eu de compensation parce que il aurait peut-être fait des conneries et que le sixième boulot qu'il a peut-être actuellement serait le même mais qu'il ferait plus attention étant donné qu'il est plus adapté à la Légion désolée qui est un petit peu comme une équipe, voilà. Et voilà, on n'a pas trop d'informations sur ce personnage en termes d'histoire, hein. C'est dommage, hein. Pourtant c'est un c'est un personnage qui mérite un peu de complexité. Surtout que c'est un personnage qui est fortement recommandé pour les débutants. Donc voilà, c'est un tout petit peu dommage pour Yuli, hein, c'est pas assez poussé. Alors, le quatrième personnage, il s'agit de Croc. Croc, c'est un personnage qui est apparu en saison 2 dans le jeu. Il a la particularité de lancer des haches, de faire une tourbillonnade euh, avec son couteau, je crois. Et aussi sa capacité ultime qui est de pouvoir repérer des ennemis et à chaque fois qu'il tue un ennemi, la durée euh, de la capacité qui permet de détecter les ennemis augmente. Donc plus vous tuez, plus la compétence ultime augmente en temps. C'est aussi un personnage qui, je trouve, peut convenir aussi à un débutant qui cherche juste à avoir un peu plus de facilité à, à aller dans l'assaut. Surtout au corps à corps, hein, parce que c'est un personnage qui est très corps à corps. Et ce n'est pas le seul, hein. Donc, je vais vous conter son histoire. Alors, Croc. Que ça soit dans le passé ou dans le présent, Croc a toujours été un chasseur ultime. La seule différence maintenant, c'est sa proie. C'est ça. C'est. Ah La seule différence maintenant, c'est ça. Sa proie a changé pour les politiciens aux soldats. Ses talents exceptionnels de combat et son talent d'être rapide comme l'éclair le rend instoppable sur chaque mission. Même les systèmes de défense les plus sécurisés se froissent comme du papier, ses talents rapides lui obtenant une grande réputation comme l'assassin recherché le plus organisé avec grande priorité de relever des défis et des contrats tombant les uns après les autres. Cependant, il a progressivement perdu intérêt à travers d'innombrables devoirs d'une monotonie abrutissante, jusqu'à ce qu'il insiste pour démissionner et s'est retrouvé sur la liste noire de l'organisation. L'expérience de combattre les autres tueurs entraînés dans les combats de vie ou de mort rallume son désir pour le combat. Comparé à des politiciens sans défense, les opposants talentueux lui offrent plus d'excitement et de challenge.
Après s'être échappé sans effort, l'organisation assassine le poursuit. Il reçoit une offre de la Légion désolée. Cette fois, il accepte avec un véritable enthousiasme. Euh, Donc, je trouve que cette histoire est plutôt assez représentative de ce qu'est le personnage, hein. Surtout que, comme je vous ai dit, il est très souvent au corps à corps. C'est un personnage qui fait du corps à corps, mais aussi qui a la possibilité de faire comme un autre personnage, d'aller au sniper. Parce que oui, c'est une classe de type éclaireur. Donc les classes de type éclaireur, c'est la possibilité d'avoir un sniper ou un DMR, mais pas de pompe ni de, enfin pas de pompe. Un tout petit peu de fusil d'assaut, mais généralement sniper, DMR, ce qui est à distance. Sauf que lui, il fait une petite exception, parce qu'il se met au corps à corps en plus d'être à distance. Donc, ce qui le rend un atout considérable. Donc, l'histoire, je la trouve bien, hein, elle est plutôt bien faite, hein, ça représente très bien le personnage en lui-même. Donc, on va passer tout de suite au cinquième, je crois, qui est... attendez, c'est ça, hein, cinquième? Euh, attendez, je regarde juste. Oui, c'est le cinquième. Alors, le cinquième, qui est aussi un petit peu la mascotte du jeu, hein, il s'agit de Akaime. Akaime, c'est une renarde, comme vous pouvez le voir, qui a la possibilité de faire beaucoup de corps à corps, hein. Et c'est son atout le plus fort. Car en plus d'être au corps à corps, euh, elle peut générer une bulle qui la rend invisible aux ennemis. Mais dès que vous voyez un mouvement dans une espèce de bulle, euh, c'est qu'elle est en mode invisible, mais que il y a très peu de possibilités de la voir. Elle se cache très bien. Et donc, sa capacité d'invisibilité couplée à une glissade sur les genoux, pouvant aussi s'enchaîner avec une attaque au corps à corps qui la permet de se propulser à l'endroit indiqué par la caméra, hein, qui voilà, ça lui rend un atout. C'est pendant la glissade, une attaque au corps à corps, ça la rend super rapide, super dynamique, super facile à jouer. C'est bien pour les joueurs qui préfèrent plus avoir la possibilité de faire que du corps à corps que plutôt de faire de la distance. Donc le personnage, l'histoire du perso. Alors, Akaime. La cloche sonne 4 fois dans cette nuit pluvieuse. Akaime se libère enfin de ses chaînes et courut vers la liberté. Akaime est un nom de code. Elle n'a jamais eu un réel nom. Ses précédents souvenirs sont des fragments, les pleurs des enfants, la surveillante, les abusant au craquement de fouet. Le fondateur d'un orphelinat les voit uniquement comme outils pour exploiter la famine, la brutalité et la survie des bénéficiaires de subventions gouvernementales dans cet abysse de souffrance.
de tromperie et de vol, avec les premières compétences qu'elle a apprises à maîtriser. Donc, alors une nuit de pluie, elle sent cet endroit seul et misérable. Les rues ont exigé une brutalité jeune mais rusée. Akaime a utilisé ses cadeaux comme arme, un esprit vif, beauté saisissante, une langue en argent, tous les atouts pour se hisser au sommet. Par le temps qu'elle atteint à l'âge adulte, elle avait déjà obtenu le titre dans le monde souterrain gagné par un talent singulier, exploitant les désirs sombres des autres, mais les rouages du destin commencent à tourner le jour où un espion a croisé son chemin. Alors, cette histoire est plutôt assez spéciale. Je dirais que cette histoire elle est assez triste, surtout au début, parce qu'on voit que c'est qu'elle a été enfermée pour quelconque raison, enfin qu'elle a été enchaînée pour quelconque raison, qu'on nous parle d'un orphelinat, d'une maltraitance. Ça, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est pas quelque chose de très joyeux, c'est vrai. Mais ça explique un peu euh, le perso qui utilise plus sa ruse à son avantage que d'utiliser des moyens plus stratégiques comme pourrait faire Ryan. Mais après, ce personnage, il est assez bien écrit, il est assez bien fait, c'est la mascotte du jeu. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est un de mes personnages favoris pour moi. Et je sens que vous allez aussi l'apprécier si vous aimez aussi faire un peu de corps à corps. Et donc, voilà, hein, Akaime, ça reste une histoire assez tragique, mais du moment qu'elle a réussi à s'en sortir dans l'histoire, on sent qu'il y a eu une volonté, une résilience euh, pour se venger des personnes mal intentionnées. Alors, on va passer au 6e personnage. Il s'agit de Jack. Jack, c'est un loup qui a la possibilité d'être au sniper. Donc, c'est un éclaireur, classe éclaireur, hein, qui peut utiliser comme croc des snipers, fusils d'assaut, pas de pompe et pistolet. Et sa particularité à lui, c'est d'être un peu plus dans la reconnaissance. Donc reconnaissance militaire, hein, c'est-à-dire repérer des ennemis, balancer des bombardements. Ses capacités, il peut lancer des grenades collantes puissantes, qui peut aussi lancer un bombardement. Il peut aussi détecter les ennemis en hurlant comme un loup aussi un peu. Et donc l'histoire, on va vite la découvrir. Alors, Jack n'est pas parti seul. Il avait 8 équipiers, maintenant il est le seul encore en vie. Durant son service, ses talents de reconnaissance exceptionnels lui ont décerné le rôle de chef d'équipe à son plus jeune âge. Mais ces mêmes sens aiguisés deviennent une malédiction. Sa pensée a involontairement absorbé trop de données sensorielles, le laissant dans un constant état de conflit. Ainsi, il préfère travailler en solo,
quand c'est possible. Dans sa dernière mission, l'équipe de Jack a été dispatchée pour rassembler des renseignements critiques. Ils ont atteint l'endroit de l'objectif, comme ordonné. Ils tombèrent dans une embuscade. Et dans quelques secondes, Jack et son équipe restèrent immobiles. Ils se réveillent à des kilomètres derrière les lignes ennemies, dans une légion désolée, de service médical. Quelques jours avant, une unité de mercenaires l'ont trouvé respirer à peine. Donc, une unité de mercenaires l'ont trouvé respirer à peine au milieu des corps. Leurs médecins de terrain l'ont soigné à temps. Voilà pourquoi Jack a rejoint la Légion, appelant sa gratitude pour avoir sauvé sa vie. Ou peut-être juste le relief de finalement appartenir à quelque part. Alors, Jack, au niveau de l'histoire, c'est plutôt bien écrit. Et ça concorde très bien aussi un petit peu avec l'espèce d'où est Jack, donc le loup, qui peut travailler en équipe, mais qui peut aussi travailler en solo. Voilà, le loup qui peut être en meute ou alors en solo. Ça, c'est plutôt bien écrit. On sait aussi que c'est un ancien soldat qui a perdu tous ses équipiers lors d'une mission de, euh, de renseignement. Et donc il en garde encore des séquelles, mais il a réussi à... Enfin, c'est pas qu'il a réussi, mais c'est plutôt il a une dette envers les personnes qui l'ont soigné. Et que du coup, il préfère plus rester en retrait plutôt que d'être en équipe à avoir cette même pensée de perdre des équipiers. Donc ça semble logique, ça semble compréhensible. Hein. Donc après, je trouve que cette histoire, elle est plutôt bien écrite, comme le perso. Hein. Il est aussi très bien fait, très beau aussi. Et donc voilà, il n'y a rien à dire. Hein. De toute façon, moi, je vais pas vous le cacher, moi, je suis plus de la team Lou. Hein. Donc voilà. Passons au 7e personnage. Il s'agit de Vladimir. Vladimir, je l'ai dit en version russe, oui, parce que c'est un personnage qui a un petit peu la manière de parler à la russe, quoi. Dites privet, privet. Donc, Vladimir, comme vous pouvez le voir, c'est catégorie expert. C'est un tank. Et donc, sa particularité à lui, c'est de pouvoir générer des barrières où vous pouvez faire réapprovisionner votre équipe en munitions. Et il peut aussi balancer des jerrycans qui explosent au contact de l'ennemi. Et ensuite, il peut aussi avoir un canon, double canon qui fait extrêmement mal et qui est très puissant. Il a aussi une grosse résistance aux balles et aux explosions. C'est un gars qui est designé pour la résistance. Hein. Vous le sentez déjà à son aura. Donc on va écouter son histoire. Donc son histoire. Vladimir, une fois, a aidé 5 villageois plus tard. Non. Vladimir a une fois aidé 5 villageois. Plus tard, il gagne toute leur confiance dans une journée d'hiver à la bordure de la ville.
une silhouette massive émergea à travers l'épaisse brume neigeuse. Avec son apparence intimidante et son comportement silencieux, les voisins ont d'abord cru que Vladimir était un voyou, en fuite, l'évitant à chaque fois. Mais en dessous de ce cadre massif reposait un cœur en or. Il n'a pas prêté attention aux rumeurs aidant discrètement les habitants de la ville. Que ce soit pour cueillir des fruits, transporter des charges lourdes, ou même une fois en brisant la glace pour secourir un enfant tombé dans une rivière glacée. Inconscient, la gentillesse silencieuse et géante gagne lentement la ville et bientôt Vladimir devient une légende adorée, mais la paix est de courte durée. Un nouveau maire est arrivé, tyrannique et vicieux, l'oppression, couplée de désespoir, s'abat sur la ville, guidant certains habitants à abandonner leur maison. Alors, pour la première fois, les habitants ont été témoins de la colère de Vladimir. Il marcha à la mairie et tord les barreaux de fer à pattes nues et a ignoré les tirs des gardes alors qu'il déchiquetait jusqu'au dernier de ses bourreaux. À la tombée de la nuit, le bâtiment fut englouti par les flammes. Avec un bris de verre et un dernier cri, le maire a chuté du toit, son corps brûlant au bûcher pour les péchés qu'il avait commis contre les habitants. Vladimir sortit de l'enfer et resta longtemps assis sur les marches de la ville, étant silencieuse comme toujours. Seul le crépitement du bois qui brûle et le sifflement de la neige fondue sur le bois carbonisé emplissent l'air. Alors cette histoire, je l'apprécie particulièrement parce que ça représente déjà un endroit chez nous qui est assez difficile à vivre en termes de température. Hein. Quand même, la Russie, c'est quand même hyper froid. Euh, et donc, quand on entend cette histoire, on a vraiment de la peine. Parce que c'est littéralement une dictature qui se met en place, qui détruit des vies. C'est un gouvernement qui détruit des vies et que du coup, euh, la personne qui aide tous les habitants, qui sauve des vies, euh, c'est compréhensible qu'au bout d'un moment, il puisse avoir de la colère en lui par rapport à comment est devenue la ville en quelque temps après l'arrivée du maire. C'est une histoire assez triste, mais comme dit dans l'histoire, Vladimir euh, est peut-être massif et une carrure assez bourrin, mais en soi, il a un cœur en or. C'est le genre de personne que tu crois violent et tout, alors que au fond de lui, ben c'est quelqu'un de super généreux, super gentil, agréable, courtois, poli, qui est prêt à aider. Franchement, ça me touche aussi plus personnellement parce que ça me ressemble un peu dans certains points parce que j'aime bien aussi aider les gens, apporter mon soutien à ceux qui en ont besoin. Et honnêtement, ça me ressemble aussi un peu parce que euh, d'un côté, je peux être aussi un peu grognon ou même un peu aigri. Mais au fond, quand vous me connaissez plus personnellement, vous remarquez que je suis quelqu'un
de très sympa, gentil, généreux, qui est à l'écoute et tout. Moi, ça me met un peu la larme à l'œil parce que c'est une histoire triste et qui est pour le coup représentative de une figure aimée euh, qui se fait souiller alors que c'est un noble. Un cœur noble qui a des rumeurs euh, mauvaises. Ça, c'est assez triste. Donc, eh ben, moi je dis 10 sur 10 sur cette histoire, hein. C'est très émouvant. Et puis honnêtement, moi bon, après, vu le conflit actuellement, c'est pas, ça peut être assez controversé, mais j'aime bien les Russes pour ce qu'ils sont. Les Russes, c'est des personnes euh, qui sont assez débrouillards. Parce que là, pour tenir à -40 dans le froid, c'est compliqué, quoi. Je plains les conditions difficiles des habitants dans le monde qui sont dans des endroits difficiles à vivre. Voilà, c'était un petit peu l'instant émotion, hein. Voilà. Donc, passons au huitième personnage, je crois, qu'il s'agit. Alors, attendez que je regarde encore, histoire de voir si j'ai pas fait une bêtise. Non. Alors, il s'agit de Marquez. Marquez qui est une de mes personnages favoris en termes de jeu. Voilà. J'apprécie très fortement la, la jouer et honnêtement, voilà, je la trouve plutôt jolie, voilà. Et puis il y a des rumeurs comme quoi enfin, il y a des fans qui ont créé des rumeurs comme quoi elle serait française. Je laisse ça là comme ça, mais apparemment, selon les fans, elle serait plus du type française. Donc, alors, l'histoire, non, pas l'histoire, mais plutôt la description de Marquez. Marquez qui est une moufette qui a la possibilité de balancer des gaz empoisonnants et donc elle a la possibilité de lancer un gaz à son bras, une boule de gaz sur une seule zone qui empoisonne chaque personne qui passe dessus. Ensuite, elle a la possibilité de mettre des mines qui peuvent créer la zone de poison. Et sa capacité ultime qui est de mettre des, euh, des zones de poison partout. Voilà. Et donc l'histoire de Marquez. Alors Marquez et ses talents de recherche avancés exceptionnels lui ont décerné le titre de chef de recherche par ses 7 projets, guidé par un désir de surpasser et de guidé par un désir de se surpasser et de surpasser ses prédécesseurs. Son obsession euh, pour ses progrès se sont passés sans entrave, éventuellement la guidant à prendre des raccourcis en menant des expériences illégales dans des laboratoires abandonnés. Lianois répétant urgemment à Marquez d'arrêter, mais avec l'efficacité de développement réactif, l'ascension fulgurante la rendant aveugle,
cela faisant qu'accentuer le fossé entre la meilleure professeure et sa meilleure étudiante. Peu de temps après que le génie de Marquez lui ait permis d'obtenir le rôle dans le projet le plus confidentiel de l'Institut. En quelques mois, elle devient la chef principale de la fer de lance, le développement d'un sérum améliorant des performances conçues pour améliorer les capacités physiques des soldats sur le champ de bataille. Pourtant, à chaque fois qu'on l'interrogeait sur les effets secondaires, Marquez évita le sujet, puis vint alors le raid. Lorsque les forces de l'ordre ont pris d'assaut le laboratoire, le seul échantillon stable a disparu. Avec pas d'autre choix, Marquez se l'injecte elle-même avec la formule restante. Alors, dans cette histoire, on peut faire plusieurs liens. Déjà que c'est qu'elle a fait un sérum, améliorant les performances des capacités physiques des soldats. Et cette chose-là, si vous avez suivi le début de la vidéo, Norman avait la possibilité de se mettre une seringue pour améliorer sa performance, améliorer ses capacités physiques. Peut-être, je dis bien peut-être, que Marquez ait conçu le sérum que Norman peut s'injecter aussi dans le jeu. En plus d'avoir fait aussi elle-même ses expériences illégales, donc expériences de toxines, qu'elle a aussi dans sa tenue de soldat. Hein, elle a quand même un canon sur le bras lançant une boule de gaz. Et voilà, des mines, des grenades et tout. Marquez est plutôt une développeuse d'expérience de combat. Ça se sent parce que elle a confectionné ses armes de toxiques elle-même. Elle a confectionné le sérum euh, pour les soldats. Elle a réussi à se hisser très haut dans l'institut qui faisait des recherches en laboratoire de certaines expériences pour aider les soldats à s'améliorer, à avoir plus d'avantages. Moi, je trouve que cette histoire, franchement, a beaucoup de bonnes choses. Hein. Ça, ça, ça explique bien les côtés un peu déterminé, téméraire de Marquez, euh, qui veut toujours être la meilleure, qui veut toujours se donner à fond, euh, et qui en plus de ça a un génie d'ingénierie militaire. Voilà, on peut le dire. Et voilà, hein, même à son image, on sent qu'elle a de l'expérience sur des armes, des développements d'armes. Et donc, voilà, ça retranscrit bien le perso. Et donc, je crois que on a fini pour les persos, ouais. Et donc, pour vous dire,
Mon top 3 des personnages sur Wild Assault que je préfère le plus. Bon, il y a certains personnages que j'ai pas pu parler parce que ils ont pas d'histoire. L'histoire n'a pas encore été créée pour eux. Ou alors, voilà, que j'ai pas trouvé, hein, j'ai pas trouvé, et puis voilà, et pas vu d'histoire à propos de les personnages que je vais vous parler. Alors, vous avez un personnage tank panda. Euh, Vous avez aussi un personnage de soin type lapine. Un autre personnage soin type chat. Et un autre personnage type assaut, léopard des neiges. Donc, ce que je pourrais vous dire pour ça, c'est que ben, les personnages que je viens de vous citer, donc la léopard des neiges qui s'appelle Antea, euh, la chatte healer qui s'appelle Erwin, la lapine qui s'appelle Ongying, le panda qui s'appelle Zenshan. Alors, Zenshan, Ongying, Erwin, Antea sont des personnages ben, qui pour l'instant n'ont pas d'histoire et que je vous conseille d'aller découvrir par vous-même, hein. Ça vous donnera l'occasion de, si le lore des persos ou même que le jeu vous fait envie, euh, de pouvoir peut-être les découvrir. Et surtout que ce jeu, comme j'ai dit, mérite beaucoup de potentiel. Il a beaucoup de potentiel. Franchement, si vous aimez un peu les jeux de guerre ou même les jeux de tir en général, et que en plus de ça vous êtes Fury, je suis sûr à 100% que ça pourrait vous plaire. Bon, on n'est jamais à l'abri des tryhards. Voilà, je tiens à le dire. Les tryharders existeront toujours, les cheaters existeront toujours. Ça, on pourra pas y faire grand-chose. Donc voilà, c'est un jeu que je vous recommande très fortement. Donc pour vous dire mon top 3, ça serait en troisième place, je mettrai Héroïne. Je mettrai Vladimir. Et ensuite, je mettrai Marquez. Donc voilà mon top 3. Héroïne, Vladimir et Marquez. Donc littéralement personnage soin, personnage tank et personnage plus type assaut euh, et stratégique, hein. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pas grand chose à rajouter. J'espère que ben, vous aurez apprécié, tout comme moi, le lore des personnages que je vous ai euh, présentés. Et j'espère aussi vous avoir donné envie aussi d'aller acheter le jeu pour y jouer. Alors, petite astuce. Le jeu coûte 15 euros. Le jeu coûte 15 euros. Il est disponible sur Steam et Epic Games. Pour vous faire économiser de l'argent, oui, parce que je pense que ce serait mieux quand même pour vous. Le jeu sur Steam est certes moins cher, mais il y a quelque chose que vous pouvez pas forcément avoir qui peut être aussi très fort utile. C'est-à-dire que sur Steam, euh,
vous avez parfois les jeux qui sont moins chers que sur Epic Games. Mais sur Epic Games, c'est certes plus cher, mais par contre, plus vous faites d'achats, plus vous obtenez des récompenses Epic Games. Les récompenses Epic Games qui deviennent de l'argent que vous pouvez utiliser en réduction. C'est-à-dire que le jeu techniquement coûte 15 euros. Si vous avez par exemple 7 euros de récompense Epic Games, bon, 7 euros de récompense Epic Games, c'est quand même cher. Donc ça peut vous offrir une bonne réduc, hein. Vous pouvez avoir le jeu à presque 7 euros, hein, 7-8 euros. Hein. Donc c'est pour ça que je préfère vous avertir là-dessus que Steam, c'est certes moins cher, mais que Epic Games, si vous avez la possibilité de vous faire une auto-réduction par rapport à vos précédents achats sur les jeux que vous lancez sur Epic Game Store, vous pouvez avoir un jeu à presque moitié prix. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande très fortement. Ça peut vous économiser pas mal d'argent. Hein. Donc voilà, c'était le petit message pour vous aider à dépenser plus intelligemment les jeux qui sont disponibles sur les launchers Steam et Epic Games. Je pense qu'on va se quitter là parce que ça fait quand même 1 heure de vidéo, donc j'espère que vous aurez apprécié les persos, la présentation du jeu, que vous aurez apprécié aussi les histoires, voilà, histoire, présentation et tout, voilà, hein, vous savez. Eh bien, je vais vous laisser. C'était Ryuki pour vous servir. Bye les fufu.